La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. Carême, au-delà du jeûne, un voyage spirituel pour tous. Mon temps de carême, c'est un temps spirituel pour moi, mais c'est un temps qui m'appelle à partager. Donc c'est ça vraiment les trois exercices spirituels du temps du carême. Mais il faut le faire avec un cœur et non pas comme un concours de performance ou d'endurance. Retour sur l'AGA du Comité des loisirs de Grande-Rivière. On a des représentants 18-35 ans, 36-50 et 50 ans et plus et des membres libres. Février 2024, les priorités de Gino Cyr. J'ai eu comme information qu'ils demandaient juste que des copies de rapports d'impôts pour connaître les revenus. Puis comme vous le savez, ces copies de rapports d'impôts, le numéro d'assurance sociale est là. Aînés, culture, agriculture avec le préfet. Effectivement, que du bon. Que c'est du positif aussi, puis en même temps je vois ça comme d'un bon œil au niveau économique aussi. Okay. Donc ça va apporter d'autres main-d'œuvre aussi, faire d'autres offres de services au niveau du site de Gaspésie qui vont libérer par exemple le 4e étage de l'hôpital, donc peut-être qu'on va avoir d'autres services supplémentaires pour notre MRC. Une caserne impressionnante. On a pu rapatrier tous nos équipements qui étaient un peu éparpillés dans la municipalité, donc on est tous rendus dans le même bâtiment. Donc, que ce soit les 4 roues, 6 roues, ainsi que motoneige, donc on a pu tout remettre au même endroit. Donc, vous devrez être fiers quand même, parce que comme professionnel... Monseigneur Claude Lamoureux, une première année au diocèse de Gaspé. Un an, je peux vous dire que c'est un lieu merveilleux. J'aurais pas pu choisir plus bel endroit au monde pour vivre cette mission-là au niveau géographique, au niveau des paysages à couper le souffle. La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe... Bienvenue dans cette entrevue spéciale consacrée au carême, cette période de réflexion et de renouvellement spirituel profondément ancrée dans la tradition chrétienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'abbé Serge Tidjani. Avec lui, nous allons explorer ce qu'est réellement le carême, son origine et son importance dans la vie des croyants. Nous discuterons également de la manière dont on peut pratiquer le carême, que ce soit à travers le jeûne, la prière ou l'altruisme, et comment ces pratiques peuvent enrichir notre vie spirituelle et personnelle. En outre, nous aborderons une question particulièrement pertinente dans notre société diverse et inclusive. Les non-pratiquants peuvent-ils eux aussi trouver une signification et une participation dans le carême? L'abbé Tidjani partage avec nous ses réflexions sur la manière dont cette période sacrée peut s'ouvrir et résonner avec des personnes de toute croyance, offrant ainsi une occasion unique d'unité et de contemplation. C'est quoi le carême? Et je me demande s'il n'y a pas... Est-ce que c'est une définition des fois qui s'établit un peu par pays, par paroisse? Est-ce que chaque paroisse le fait un peu à sa façon ou il y a une définition générale du carême? Le carême, on se le rappelle chaque année, le carême en contexte chrétien et plus particulièrement catholique, c'est la période de 40 jours qui précède Pâques et dont l'objectif essentiel est de nous aider à cheminer dans une vie chrétienne, une pratique chrétienne plus intense pour ces 40 jours-là, pour évoluer vers Pâques. Alors donc, automatiquement, dans l'Église catholique romaine latine, notre Église, parce que la date de Pâques n'est pas toujours la même
d'une église à l'autre, ça, on n'y pense pas toujours. Mais pour revenir à nous autres, l'église d'Occident, l'église catholique, alors, c'est le jour de Pâques qui détermine quand est-ce que le carême commence. Alors, puisque Pâques change, Pâques étant une fête, on aura le temps de parler de ça peut-être, une fête lunaire, une fête de printemps. Selon la date où on a Pâques, on cherche les 40 jours qui précèdent et il faut ajouter qu'on ne jeûne pas, on ne fait pas carême le dimanche. Donc, en fait, si on comptait les jours un à un, on arriverait à 46, 47. Parce que le carême commence toujours le mercredi des cendres. Puis si on compte vraiment le mercredi des cendres jusqu'au jour de Pâques, ça dépasse 40 jours. Mais en enlevant les 5 dimanches, les 6 dimanches, ça revient à nos 40 jours. Donc, Pâques, c'est carême, excuse, c'est la période de 40 jours qui nous aide, nous les chrétiens, à préparer Pâques, qui est la fête la plus importante dans la foi chrétienne. Et le chiffre de 40 est très symbolique dans la Bible et plus spécialement dans la vie de Jésus. Alors, tout de suite, dès qu'on parle de 40, on pense automatiquement, généralement, aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert quand il est parti d'Égypte pour se rendre dans la terre promise avec Moïse. Donc, ce chiffre 40-là est devenu sacré. Ensuite, bon, il y a eu des événements de 40, que ce soit Élie ou d'autres prophètes, mais le plus important, c'est Jésus lui-même, qui, avant de commencer son ministère, va 40 jours au désert, comme un moment de retraite, un moment de retrait même, de préparation pour entrer dans son ministère. Et l'Évangile va même nous dire que pendant ces 40 jours-là, il a été tenté par Satan. Donc, 40, c'est cette symbolique-là que nous, les chrétiens, nous prenons. C'est pour ça que nous disons que c'est un moment spécial de combat spirituel, le temps de carême. Donc, c'est ça pour nous, le carême. Est-ce qu'il y a souvent, on parle de jeûner justement pendant cette période. Est-ce que c'est justement faire un peu, cheminer un peu ce qu'a vécu Jésus justement dans le désert avec les tentations? On peut dire notre vie intérieure, comme je dis aussi même notre vie physique, quand nous prenons un temps de carême. C'est sûr, dans la spiritualité chrétienne, dans la pratique chrétienne, on nous donne 3 exercices spéciaux en période de carême. Le jeûne, l'abstinence et l'aumône. Le jeûne, parce que Jésus, pendant 40 jours au désert, a jeûné. Alors, on nous demande pendant ces 40 jours-là de faire aussi un jeûne. Puis, il y a des jours classiques dans le carême, comme le mercredi des cendres, le vendredi du carême, le vendredi saint spécialement. Et d'autres personnes vont même décider que pendant toute la période, ils vont jeûner d'une façon ou d'une autre, soit en coupant des aliments, soit en ne mangeant pas du tout quelque chose, soit en acceptant de se détacher de quelque chose. Donc, c'est ça le jeûne. Puis le jeûne a été quand même assez fort toujours dans la vie spirituelle, parce que ça, c'est comme reçu comme on s'impose une discipline dans le corps pour grandir en esprit. Alors, ce n'est pas un jeûne où je dis je veux faire une diète tout simplement pour perdre des kilos, mais c'est un jeûne qui est dynamisé par ma vie intérieure. Et c'est pour ça que le jeûne du chrétien en cette période s'accompagne aussi de prière. Mais il y a aussi l'autre partie de la vie, de l'ascèse, de la discipline qu'on se donne, qui est l'abstinence, qu'il ne faut pas toujours confondre avec le jeûne. C'est-à-dire qu'en période de carême, certaines personnes vont dire, je m'abstiens de tel geste, de tel acte, de telle chose matérielle pour lequel je tiens absolument en temps normal. Parce que je trouve du plaisir, c'est ça l'esprit, je trouve de la joie en le faisant. Alors, je m'abstiens de le faire. Et l'abstinence peut être, je vais prendre des exemples aussi simples, ça peut être dit pendant le carême, les 40 jours, je ne fume pas. J'ai vu des gens le dire. Ça a l'air banal, mais pour quelqu'un qui fume et qui se dit 40 jours, je m'arrête, waouh, chapeau. Puis, ça a l'air banal, mais quand tu vois comment la personne prend ça au sérieux et dit, je le fais
pour ma vie spirituelle, ce n'est plus juste une question de matériel, encore que ça ferait du bien à la santé, on s'entend. Alors, il y a ça. Et le troisième acte alors, l'abstinence aussi, il ne faut pas que je vive une abstinence où je deviens agressif parce qu'il me manque quelque chose. Il faut que ce soit une dynamique de ma vie intérieure aussi, ça. Et maintenant, pour parler de l'aumône, on comprend ce que ça veut dire, c'est donner aux pauvres. Alors, le temps du carême est un temps où nous sommes appelés, encore plus que pendant le temps de Noël, à donner à ceux qui ont moins que nous. Et souvent, les gens vont combiner leur jeûne avec l'aumône. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune au séminaire, et on avait reçu cette éducation, là, beaucoup d'autres le vivent encore. Ce que les gens épargnaient de ne pas manger en jeûnant, par exemple, pendant le carême, ils ramassaient les fonds et à la fin du carême, ils donnaient ça aux plus pauvres, à une organisation, à un groupe, à une famille. Alors, dans nos paroisses ici, parfois, les gens font les soupes de carême ou au dernier dimanche du carême, le dimanche des rameaux, le cinquième dimanche, ils vont faire par exemple la soupe de développement épais, ou alors en ce moment, voyez-vous, ce qu'ils vont ramasser, ils vont le donner à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays ici, pour aider plus pauvres que nous. Comme ça, le jeûne, mon temps de carême, c'est un temps spirituel pour moi, mais c'est un temps qui m'appelle à partager. Donc c'est ça vraiment les trois exercices spirituels du temps du carême. Mais il faut le faire avec un cœur et non pas comme un concours de performance ou d'endurance. J'ai un peu cette image de se purifier justement avant d'arriver à Pâques, ou avec cette question un peu de se discipliner, de se purifier et de donner aux autres. Est-ce que c'est une image qui peut s'adapter à ce temps-là? Oui, et c'est justement ça, c'est vraiment l'image de la purification, pour que l'exercice extérieur que je fais serve, contribue à ma purification intérieure. Alors, et puis, on peut élargir ça un peu. Je pense que presque dans toutes les religions importantes, il y a toujours le jeûne qui existe. Nos frères les musulmans, ce sera le ramadan. Je pense que cette année, pendant que nous autres, pendant notre carême, le ramadan va arriver à un moment quelque part en mars. Je n'ai pas le jour en tête, mais pas si loin que ça. Nos frères les juifs, nous avons hérité le jeûne d'eux. Hein, c'est classique dans la spiritualité juive, dans la pratique juive, et même dans plusieurs religions traditionnelles où le jeûne a été toujours un acte où l'être humain dit, je vais me purifier pour mieux rencontrer le sacré. Et maintenant, nous, on vit notre jeûne, comme je le rappelle toujours, avec la grâce de Dieu en disant, je m'offre au Seigneur pour que l'exercice physique que je fais de ressentir la faim, de ressentir le manque, puisse m'aider à me rapprocher un peu plus de Dieu et à mieux comprendre aussi ceux qui, eux, ne jeûnent pas par choix. Parce que, OK, on est dans un contexte d'inflation, de cherté de vie, de tout ça, nous autres, au Canada, au Québec. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui, eux, ne jeûnent pas par choix, mais ils jeûnent par obligation. Voyez-vous, je taquine souvent les gens en disant, moi, le matin, en général, quand je me lève et que je dis la prière du Notre Père, et je dis, donne-nous notre pain de ce jour, je l'ai déjà le pain, parce que j'irai travailler, je vais avoir un chèque, j'ai un frigidaire. Mais d'autres personnes, quand ils disent ça, c'est vraiment une prière. Ils savent pas, ils savent pas qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui. Donc, notre jeûne aussi peut devenir un moment de solidarité avec nos frères qui n'ont pas l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est toujours important que mon jeûne découle sur l'aumône. Moi, je ne devrais pas, nous ne devrions pas, je l'espère, jeûner pour le carême parce que je veux économiser pour moi. Ce que j'économise là, je devrais être en mesure de le porter aux autres pour dire, tiens, dans la solidarité humaine, au nom de ma foi, voici ce que je partage avec toi.
Oui, parce que en écoutant justement ces pratiques-là, et pour les gens qui nous écoutent, et il y en a certains qui sont peut-être aussi moins pratiquants, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'adapter un peu à tout le monde. Parce que de toute façon, faire ça une fois dans l'année, une période où on fait une introspection, on s'auto-observe, on regarde comment on vit, on fait des efforts pour donner aux plus nécessiteux ou juste purifier le corps, sont des pratiques qui peuvent être aussi menées par la plupart d'entre nous pour un bien-être mental, personnel et physique, quoi. Exactement, exactement. Et moi, comme prêtre, j'ai souvent dit aux gens, si vous voulez vous adjoindre à nous pour vivre le carême, même si, comme les gens vont me dire parfois, moi, je ne suis pas pratiquant, je dis, c'est pas grave. Juste cette fois-ci, là, ce que tu fais, ça va te faire du bien. Ça ne peut pas te faire du mal, en tout cas. Puis, la grâce de Dieu étant ce qu'elle est, toi, tu penses que ça ne te donnera rien, même spirituellement, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va en faire. Et puis, moi, je dis, il ne faut pas que moi-même, je mette des balises dans la relation que je veux vivre avec Dieu, dans la relation que je veux vivre avec les autres. Donc, pendant ce temps de carême, si des gens disent, tiens, je vais profiter de ce que les chrétiens font pour jeûner, moi, je leur dis bravo. Je veux profiter de ce temps de carême, même je ne suis pas un homme qui va à l'église tous les dimanches ou tous les jours. Je veux profiter de ce temps de carême pour diminuer ma consommation d'alcool ou même couper ça. Pourquoi pas? Ça ne peut pas faire du mal. Je vais arrêter cette consommation de drogue. Prenons des choses concrètes. Des choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé, par exemple, et je ne suis pas capable de m'en détacher. Je vais profiter de mon carême. Pourquoi pas? Si le Seigneur me donne cette grâce-là, ça fera du bien à mon corps, pour de vrai, et ça fera du bien à mon esprit aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le diocèse de Gaspé pour justement ce temps-là? Je sais que ça a commencé avec le mercredi des cendres, et puis qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à la Semaine Sainte et au temps de Pâques? Ouais. Effectivement, le diocèse de Gaspé vit à l'échelle de l'Église tout entière universelle, mais elle vit aussi avec sa réalité. Alors, ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui m'écoutent, vous allez voir que dans vos paroisses, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Le mercredi des cendres, on l'a eu déjà, le dimanche, on l'a eu. Et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs paroisses, soit les mercredis, les jeudis, les dimanches après la messe, organisent des soupes de carême. Il y a les boîtes ou les contributions de développement en paix et paix, carême de partage. Donc, ça, c'est et il y a deux éléments sur lesquels que je vais ajouter. L'année 2024, le pape François a demandé que ce soit une année consacrée à la prière dans notre Église universelle. Alors, une année consacrée à la prière, alors qu'on sait que un de nos trois grands actes pendant le carême, c'est la prière, justement. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Plusieurs paroisses, plusieurs curés dans leur communauté ont ajouté des moments de prière, d'appel à la prière. Je vais donner le cas concret de la cathédrale à Gaspé, par exemple, où pendant le temps de carême, tous les jours, à 15 heures, mardi, mercredi, jeudi, avant la messe de 16 heures, il y a une heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et on dit, c'est ouvert, c'est animé, c'est silencieux aussi. Venez passer un temps relax. Les vendredis, à cause de la messe télévisée qui a lieu à 9 heures, c'est après la messe. Puis les vendredis après-midi, le chemin de croix, qui est aussi un moment de prière où on contemple dans une série de 14 stations ce que Jésus a vécu du moment où Pilate l'a arrêté, il l'a fait arrêter jusqu'à sa mort. Donc on contemple, on médite ça, et plusieurs paroisses font ça. Donc vous voyez, la prière déjà, qu'on essaye en réponse au pape François de vivre un peu plus intensément. Puis moi je dis, quand je vais au chemin de croix, quand je vais à un moment d'adoration, je peux apporter aussi plein d'intentions, comme lorsque je vais à la messe. Et même si je ne sais pas comment m'exprimer, je peux dire, quand je suis assis ou à genoux ou debout devant le Saint-Sacrement, Seigneur, tu sais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, tu sais ce que j'aurais pu te présenter. Je te le présente pendant que je suis assis ici, puis je ne sais même plus quoi te dire.
C'est-à-dire, il ne faut pas se donner ces exercices-là comme si on doit, mais comme des cadeaux qu'on vit avec le Seigneur. Donc, c'est ça un peu ce qu'on va voir un peu dans notre diocèse, de voir que les gens intensifient un peu plus les moments de prière. Et ça peut se faire aussi dans nos maisons, dans nos familles. L'autre, c'est qu'on est habitué aussi, pendant le carême, à vivre avec un thème. Et donc, nos prédications, nos échanges, la parole de Dieu, les exhortations que, comme prêtre, par exemple, on va adresser à nos peuples, ça va être rivé sur ce thème qu'on a choisi pour le carême. Et le thème cette année, c'est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Donc, de dimanche en dimanche, cet appel qu'on fait au Seigneur, « Ouvre-moi le chemin », là-dessus, on va essayer de méditer les paroles de Dieu. Et moi, je dis même, on l'a déjà vu le premier dimanche, Jésus qui s'en va au désert, traverser le chemin de la tentation. Puis, de dimanche en dimanche, un message comme ça va nous rappeler que quand le Seigneur nous ouvre le chemin et qu'on avance, on avance toujours vers la victoire. On avance vers la vie. Et si c'est le Seigneur qui nous ouvre le chemin, ce sera toujours un chemin d'amour, un chemin de paix, un chemin de bonheur. Donc, voilà un peu. Moi, je dirais, nous autres, dans notre diocèse, c'est les deux éléments sur lesquels on va vivre beaucoup ce moment de carême en essayant de vivre cela dans des communautés dynamiques, mais aussi dans nos milieux familiaux. Merci beaucoup, Serge, pour ton temps et pour ces explications-là. Si jamais tu devais nous donner, pour une petite conclusion, pour ceux qui sont peut-être en train encore de se motiver à trouver quelque chose pour rentrer là-dedans, dans cette période d'un peu de nettoyage, purification, changement de vie, profiter un peu de se ressourcer, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour leur donner encore un petit coup de courage et de boost? La première chose que je dirais, c'est un extrait de la deuxième lecture du mercredi des cendres, où Saint Paul va dire, voici le moment favorable, voici le jour de grâce, voici le moment de grâce. Alors, on peut se dire, c'est maintenant ou jamais. Je ne veux pas manquer l'occasion de faire un pas de plus en espérant ma perfection. Et ce que j'ajouterais à ça, si c'est le moment favorable, je vais me dire, c'est le moment favorable pour quoi concrètement pour moi? Puis j'identifie un élément. C'est le moment favorable pour que je fasse ceci. C'est le moment favorable pour que je sois ceci. Ou le contraire. Mais favorable avec la grâce de Dieu. Alors, peu importe l'exercice spirituel, la décision, même la résolution que je prendrai comme résolution de carême, je peux me dire, je le prends comme si c'est la dernière chance qui m'est donnée. C'est maintenant que je vais réussir mon coup parce que c'est un cadeau que Dieu me fait en ce moment. Donc, je vivrai mon carême en ce moment et les décisions positives que je prends pour le carême, je les vivrai comme un cadeau que Dieu me fait et non comme une punition, j'allais même dire une conséquence, une discipline que je m'impose. Là, ma dynamique change. Parce que quand je regarde ça en mode de cadeau, de grâce, je dis oui, le Seigneur est là, on va cheminer ensemble. Et à la fin de mon carême, ce que j'aurai réussi, ce sera un pas de fait dans ma vie avec la grâce de Dieu. C'est comme un peu honorer le cadeau de la vie qu'on a reçu, hein, le corps et l'esprit, le mental. Puis en fait, en même temps, en rentrant dans cette période où on est, des fois, tu donnais l'exemple d'arrêter de fumer. Bon, quand on est tout seul, mais là, il y a tout d'un coup peut-être beaucoup plus de gens autour de nous qui sont dans cet effort-là de travailler sur soi. Donc c'est un bon moment effectivement de le faire à ce moment-là. Oui. Alors là-dessus, je vous souhaite tous un bon carême. Que nous suivions le chemin que Dieu nous trace. Parce que je dis toujours, quand on est sur le chemin de Dieu, on n'est jamais dans le décor. On ne sait pas comment il va être sinueux ou tortueux, comment il va être droit. On ne sait peut-être même pas nécessairement quelle direction ça va prendre, mais quand c'est Dieu qui nous donne le chemin à suivre, on est sûr qu'on arrivera à la destination qui contribue à notre salut. Bon carême à vous, que le Seigneur ouvre à chacune de vous le chemin.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Donc, l'AGA du Comité des loisirs de Grande-Rivière s'est déroulé le 26 février dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Assemblée générale annuelle? Beaucoup de positifs, autant dans le résumé des activités qu'il y a eu du comité de loisirs, autant au niveau de la participation. Là, on a quand même une quinzaine de personnes qui est venues assister à l'AGA, ce qui, avec la réalité d'aujourd'hui pour un AGA, est quand même bon. Là, on se plaindra pas de ça. Puis 9 nouveaux membres, surtout sur le CA du comité des loisirs, ce qui fait que un comité très nouveau, mais avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup d'idées de projet. Vous avez dissous le conseil d'administration pour mieux refléter la réalité de la population, on pourrait dire, là, des tranches d'âge. Comment est composé le nouveau conseil? Le conseil, en fait, est composé de gens de différentes tranches d'âge, en effet. Fait qu'on a des représentants 18-35 ans, 36-50 et 50 ans et plus et des membres libres. Donc, on a vraiment une belle représentativité de toute la communauté de Grande-Rivière, là, autant les jeunes que les moins jeunes. Qui compose ce nouveau conseil? On a, là, j'ai pas tous les noms en tête, là, mais 18-35, on a Mélissa Mercier, Guillaume Desbois, on a Marie-Hélène Fournier aussi, qui est bien connue des organismes du coin. On a Annick Smith, on a Cynthia Giroux, on a Lynn Diotte aussi, Michel Lelièvre, qui était déjà sur le comité, qui lui est de retour. Fait que c'est un peu notre doyen là, du comité des loisirs. Et il y a quelques noms qui m'échappent, là, mais assurément que des gens très motivés. Vous avez parlé que des activités ont été suggérées aussi pendant l'Assemblée. Peut-être nous donner quelques idées d'activités qui avaient été suggérées? Des activités qui ont été suggérées, il y en a pas, c'est pas nécessairement des nouvelles activités, mais c'est plus au niveau des idées pour rejoindre la clientèle. T'sais, on a des gens qui ont beaucoup d'intérêt, comme nos membres 18-35 ans, ils ont des enfants, fait qu'ils ont souligné avoir beaucoup d'intérêt pour organiser beaucoup d'activités familiales. On a une belle représentativité aussi là, de la communauté aînée, fait qu'il y a des activités aussi pour les personnes âgées qui vont se développer, assurément. Puis c'est des gens qui veulent amener beaucoup d'activités événementielles. Donc, il va y avoir... fait que ça aussi, ça va être super intéressant. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Merci à tous ceux qui se sont impliqués. Merci aux anciens membres du comité des loisirs qui se sont impliqués. Nathalie Vachon, Nancy Aucoeur, Denis Baudin, Michel Lelièvre qui est encore là, mais on le remercie déjà pour les dernières années qu'il vient de faire. Ils nous ont laissé un comité de loisirs qui est en santé et qui est très actif. Puis ça a opéré notre dernière AGA parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu contribuer à ça et qui ont voulu s'impliquer. Puis ça part de ces membres qui font vivre l'organisme avec une main de fer. Les deux autres membres du conseil sont Lise Lapointe et Nathalie Duguay. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation ce mois-ci encore. C'est un rendez-vous mensuel. On a plusieurs sujets à aborder, dont la venue de Monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a fait une annonce de près de 12 millions à Gaspé, avec l'ensemble de la classe politique et des gens impliqués dans le secteur éolien. Vous avez aussi, et après, il y avait, je crois, un rendez-vous avec la Chambre de commerce de Gaspé, où là encore, il y avait d'autres allocutions. Vous étiez assis à la table d'honneur quand même, ce qui n'est pas peu. Oui. Vous retenez quoi de cette rencontre? Au niveau de la rencontre, je trouve que
Pour le secteur éolien, au niveau énergétique, je pense que le ministre Fitzgibbon a voulu vraiment démontrer l'importance du secteur éolien. On parlait, là, il dit que présentement, la position du secteur éolien, c'est à peu près 10 au niveau du Québec. Puis quand on regarde dans les pays nordiques, c'est pratiquement 50-50. Donc, étant donné qu'on ne veut pas aller vers le nucléaire, donc il y a beaucoup de place là, pour le secteur éolien. Donc, il y avait quelques projets sur la table. Donc, moi, je considère que l'investissement de 12 millions au niveau du solaire pour le bureau Énergitica, donc on parlait de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, puis le fait aussi de prévoir des investissements majeurs pour éviter, là, pour améliorer la ligne là, dans le coin de Rivière-du-Loup, qui était un peu, là, qui venait un peu brimer un peu le développement parce qu'il y avait un gros détremblement à ce niveau-là. Donc, le fait d'investir massivement, bien, ça vient ouvrir, là, de démontrer qu'à la région de la Gaspésie, il y a possibilité de développer des nouveaux parcs éoliens. Puis on a parlé aussi du solaire. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Comme il a été expliqué, là, ce que j'ai retenu, c'est que présentement, il y a des besoins à peu près pour 25 000. Il y a à peu près 500 à 800 qui étaient disponibles à donner un peu aux entreprises. Il a même été mentionné que s'il y a des entreprises qui étaient pour venir s'implanter en Gaspésie puis qui faisaient leurs propres investissements au secteur éolien, donc il y avait toujours des possibilités. Donc, je pense que les années passées, le fait d'avoir investi dans la filière éolienne, aujourd'hui, là, on voit là, que il va y avoir d'excellentes retombées. Puis nous, pour les municipalités, c'est super intéressant parce qu'au niveau de la régie, les municipalités, on est partenaires, donc on reçoit des redevances. Donc ça a été une belle façon aussi de diversifier. Puis le fait que le gouvernement vient se positionner de la sorte. Parce que moi, je me rappelle qu'au début du mandat, on ne voulait rien savoir de l'éolien. Puis aujourd'hui, bien, on constate là, avec tous les besoins des entreprises sur le marché que le secteur éolien est en train de jouer un rôle majeur. Puis la Gaspésie, bien, puis le Bas-Saint-Laurent, étant donné qu'on est bien positionné, je pense que c'est super intéressant pour la région. Oui, en effet, la CAQ était froide à l'idée de l'éolien au début du mandat, même quand ils étaient dans l'opposition. Oui. Et justement, donc, il y a une ouverture, goulot d'étranglement. M. Fitzgibbon le dit en conférence de presse, c'est une priorité pour moi, votre région, parce que le potentiel est majeur. Donc, vous saluez évidemment cette annonce sur l'éolien, d'autant que le bâtiment, juste pour terminer là-dessus, juste pour rappeler aux gens, le bâtiment de Nergica qui va être revampé, il va produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Okay. C'est quand même extraordinaire. Oui. Lors de votre dernière séance municipale, retournons à la municipalité, vous avez insisté beaucoup sur le problème de vendeurs itinérants concernant, je crois, les thermopompes. Votre directeur aussi a passé un message très clair. Il semble y avoir une nouvelle façon de solliciter les gens. Profitez-en pour peut-être rappeler ce message. Mais moi, le message que je veux passer à la population, c'est que pour les vendeurs itinérants, pour pouvoir là, être sur le territoire de Grande-Ville, ça prend un permis. Puis il y a juste un secteur qui est désigné. Donc, c'est pas tous les secteurs de la municipalité. Il y a un secteur qui est désigné. Donc, normalement, il doit avoir un permis qui est délivré là, par notre inspecteur municipal. Puis, à preuve de contraire, il n'y a pas de demande qui a été faite dans ce sens-là. Mm-hmm. Donc, moi, je sais que l'année passée, on avait vécu une péripétie qu'il y avait quelques vendeurs itinérants qui étaient sur le territoire, qui faisaient la sollicitation directe au domicile pour rencontrer les gens, pour leur proposer là, des produits et services au niveau thermopompe. J'ai eu comme information qu'ils demandaient juste que des copies de rapports d'impôts pour connaître les revenus. Puis comme vous le savez, ces copies de rapports d'impôts, bien, le numéro d'assurance sociale est là. Donc, moi, personnellement, s'il y a quelqu'un qui se présente et dit qu'il y a un permis de la ville, moi, je veux juste que les gens soient vigilants. C'est que, normalement, c'est que, par contre, si, admettons, il y a quelqu'un qui communique avec vous au téléphone, oui. Puis, suite à la discussion, vous êtes intéressé à ces services, puis vous, ensemble, vous déterminez là, un rendez-vous, mais ça, c'est pas de la sollicitation par itinérance.
Si vous voyez aussi, exemple, de la publicité dans les médias sociaux, puis vous communiquez avec les gens, puis vous prenez un rendez-vous avec la personne, ça, c'est pas de la vente par itinérance, tu sais, vous avez un accord. Moi, la seule chose que je dis aux gens, c'est que s'il y a quelqu'un qui se présente chez vous, à l'improviste, puis que vous n'avez pas pris de rendez-vous, vous êtes dans votre droit là, de dire que vous ne voulez pas là, être sollicité. D'accord, mais dans la rencontre, je reviens sur, et votre directeur, M. Moreau, avait bien précisé la chose, cette année, il y a un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous au téléphone, et ça semble légitimer donc la rencontre et de toute façon pas plus officiel qu'autre chose. Donc c'est une nouvelle méthode aussi de prendre rendez-vous par téléphone qui semble aussi être une nouvelle tactique. Oui, bien, on ne se le cachera pas, là. C'est pour les gens qui suivent là, les nouvelles présentement. Là, oui. Les personnes âgées, les vendeurs, de plus en plus, ils développent des nouvelles arnaques. Donc, ils peuvent même appeler, puis ils veulent aider le petit-fils, puis ils ont besoin d'un versement. Tu sais. Oui. On voit ça, mais moi, présentement, pour la ville de Grande-Rivière, l'an passé, on a eu un fléau au niveau, là, tu sais, ce qui concerne des ventes là, intenses là, au niveau des thermopompes, puis, puis on allait même là, à faire signer des contrats dès la première rencontre, que c'était là. On a eu, suite à des plaintes, là, on a avisé là, via les médias sociaux de faire attention. Puis on a quelques citoyens qui ont été rencontrés, qui sont inquiets de la situation. Donc nous, avec notre aviseur légal, on était là vraiment de l'avant. On a même ouvert un dossier, là, on a communiqué, on a donné des amendes. Mais j'en ai parlé parce que lors de la séance, j'ai un citoyen qui est venu là, à la municipalité pour nous faire mention qu'il y avait des gens là, qui étaient pour le rencontrer. Donc, le fait que je veux juste éviter là, que ça recommence, je veux juste que les gens soient là, conscients que présentement, de la vente par itinérance, c'est pas accepté. Si les gens disent qu'ils ont un permis, bien, faites la vérification. Ou demandez le permis. Demandez le permis, de voir le permis. Mais le message, je sais qu'ils ont plusieurs techniques, là, mais je demande juste aux gens d'être vigilants. OK, je veux juste comprendre une chose pour terminer. C'est illégal de faire la sollicitation porte-à-porte à Grande-Rivière. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas? C'est que pour un vendeur itinérant, il y a la possibilité pour un secteur déterminé de venir à la ville, puis de demander un permis, puis un coût rattaché, je pense, c'est 200 $ pour faire la sollicitation. Bon. Mais c'est pour un secteur particulier de la municipalité. OK. Fait qu'un vendeur itinérant, exemple, qui, je sais qu'exemple, au centre-ville, c'est pas... Tu sais, que tu as un permis, que tu n'as pas de permis, ce territoire-là, il n'est pas admissible à la sollicitation. Déjà. Donc, comme moi, si je veux être... Je vous pose la question, moi, si je veux être vendeur itinérant, oui, pour un produit X, quel qu'il soit, je vais à la ville, j'achète un permis, et vous allez je vais dire, j'aimerais avoir ce territoire pour pouvoir solliciter dans un temps imparti, dans un temps... C'est même pas... Il choisit même pas le territoire. Le territoire est déjà déterminé dans le plan d'urbanisme. Je pense que c'est plus le secteur S de tel endroit, puis si, admettons, la personne, même à son permis, malgré qu'il a son permis, il vient faire de la sollicitation sur, exemple, la rue de l'Hôtel de Ville ou la rue du Carrefour, ben il n'est pas légal parce que malgré qu'il a un permis, il n'est pas dans le territoire dans lequel il y a possibilité de faire de la sollicitation par la vente là, par itinérance. Voilà qui est clair, M. le maire. Comité de loisirs, vous voulez vous-même en parler? Je sais que vous avez glissé mot, je suis pris des notes lors de votre séance. Vous en avez déjà glissé mot de ce comité de loisirs, je pense. Vous voulez apporter des précisions? Bon, au niveau du comité de loisirs, les gens, ils pensent que le comité de loisirs, ça concerne uniquement les loisirs. Je vais juste vous expliquer, nous, la façon dont ça fonctionne au niveau de la ville de Grande-Rivière, c'est que la municipalité, ça concerne tout l'administratif public. Puis, ça fait plusieurs années, il avait été mis en place un organisme, tout ce qui concerne un peu le volet communautaire. Donc, un des objectifs un peu du comité de loisirs, c'était d'avoir des gens qui représentent bien la population, qui soient impliqués pour être en mesure, avec tous les organismes, de définir un peu les besoins, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent un peu de la ville comme accompagnement.
sous forme de soutien technique ou de soutien financier. Donc, le comité de loisirs, en réalité, moi, ce que je m'attends, c'est que au niveau du plan communautaire qui comprend les loisirs, les besoins de la communauté, qui concerne les besoins culturels, les projets dans lesquels les gens aimeraient les nouveaux services qui cadrent soit avec la politique familiale, la politique MADA, tu sais. Exemple, je donne un exemple, je sais qu'il y a plusieurs organismes souvent sont à recherche de bénévoles. Bien, nous, le comité de loisirs pourra peut-être organiser avec l'URLS des séances de formation. Ça implique quoi un bénévole? Au niveau de la gouvernance, au niveau des organismes, que ce soit pour des besoins particuliers, on dit souvent les jeunes qui ne sont pas sollicités. Donc, cette année, il a été décidé par le président, M. Denis Baudin, qui en réalité est le conseiller en loisirs, qui occupe présentement la présidence. Mais nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer d'avoir des gens par catégorie d'âge. Puis ce que je comprends dans la convocation, il y a des postes qui sont dédiés, là, exemple, pour 18-35 ans, deux postes. Donc, moi, j'invite les jeunes, les étudiants, que ce soit à l'école des prêches, aux adultes, ou les jeunes familles, les nouveaux arrivants qui ont des idées puis qui aimeraient s'impliquer dans le développement communautaire de la ville de Grande-Rivière. Je pense que c'est un organisme dédié à ça. Puis moi, ce que je veux m'assurer, c'est d'avoir une bonne représentation de l'ensemble de la population pour être en mesure de pouvoir mettre un plan d'action qui va couvrir autant les besoins mentionnés par les personnes âgées, par les parents qui ont des enfants, des activités familiales, puis même les nouveaux arrivants, même les jeunes, ce qui est important. Puis je pense que c'est un excellent moyen, le comité, de pouvoir s'impliquer puis de travailler en étroite collaboration avec la Ville pour s'assurer les développements des futurs projets. Alors, concernant le comité des loisirs, M. le maire, juste pour rappeler, l'AGA, 26 février, donc, on souhaite une forte participation. Oui, nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'au niveau de la gouvernance, c'est qu'on veut juste s'assurer que le comité de loisirs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de la dénomination comité de loisirs, qui pensent que ça concerne juste, exemple, le hockey, là, tu sais. Mais c'est pas ça. Nous, en réalité, le comité de loisirs, c'est un organisme qui est là pour supporter plus le volet communautaire. Donc, quand on parle de volet communautaire, ça comprend les loisirs, ça comprend le culturel. Ah, c'est ça. Puis, nous, on veut s'assurer que ce comité-là soit bien représenté puis diversifié. C'est une des raisons pourquoi il a été décidé de mettre là, des postes par catégorie d'âge. Donc, 18-35, 2 postes. On parle des postes de 36-50 et même 2 postes de 50 ans et plus. Puis, on a 2 postes qui sont libres aussi, tout dépendant de la catégorie. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste m'assurer que nos représentants d'organismes, de la communauté, que ce soit que tes parents, que tu es une personne âgée, que tu t'es impliqué dans un organisme, que nous, on considère que le comité de loisirs, c'est le meilleur endroit pour définir un plan d'action qui va représenter un peu les besoins là, de la municipalité, puis qu'est-ce que les gens aimeraient qu'on puisse intégrer, améliorer au sein de la municipalité au niveau des services. On tient compte aussi de la politique familiale, la politique MADA. Mais moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est que je pense, entre autres les jeunes, tu sais, que souvent, ils considèrent qu'ils ne sont pas nécessairement beaucoup interpellés là, dans les orientations d'une municipalité. Mais moi, j'invite les étudiants à l'école des prêches, aux adultes, ou les jeunes qui viennent de s'établir, qui sont entre autres dans la catégorie 18-35, de s'investir. En même temps, ça leur donne une belle expérience avec d'autres personnes là, qui vont siéger. Puis c'est une belle façon aussi de s'impliquer pour permettre à la municipalité là, de s'assurer d'avoir là, le pouls de la population. Puis moi, la municipalité, qu'on est plus au niveau administratif, mais le comité de loisirs, c'est un peu le bras droit de la municipalité, que je veux m'assurer que le volet communautaire là, est en santé puis qui est en mesure de vraiment bien nous exprimer c'est quoi les attentes de la population pour que nous, ensuite de ça, on est en mesure de pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont venir répondre aux besoins de la majorité de la population.
Très bien, oui. D'ailleurs, vous avez exprimé souvent l'importance pour vous du volet communautaire là, dans votre gouvernance. C'est une des priorités. Je le sens dans nos entrevues. Toujours dans le cadre de la séance municipale, vous avez parlé de l'OMH et le projet de 12 logements. C'est 12, je crois. On a souvent parlé. Vous ne lâchez pas le morceau, finalement. Écoutez, au niveau du 12 logements, c'est le projet de la phase 2 au niveau de la rive. C'est que moi, quand je suis rentré maire en 2017, on parlait beaucoup de ce projet-là. Puis, au fil des années, là, à un moment donné, manque de budget faisant en sorte là, que c'était lent, mais le projet, là, moi, ce que j'avais eu comme suivi, c'est qu'étant donné qu'on n'avait pas de ressources spécifiques au projet, que c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y avait plusieurs projets qui étaient, mettons, au niveau du Québec. Donc, à l'IMRC, on a fait l'embauche de Mme Nathalie Lacasse, qui est chargée de projet pour ce genre de type de projet-là qui accompagne là, les organismes, entre autres comme l'OMH. Puis nous-mêmes, on a même embauché un consultant qui nous supporte dans nos projets de développement. Donc, tout dernièrement, on avait comme un peu les conditions gagnantes. On avait eu notre ACL, là, un montant à peu près de 938 000 du gouvernement du Québec. Puis dans le cas de la COVID, on avait même eu un versement de 1 135 000 de mémoire, ce qui comprenait les dépassements de coûts. Par contre, là, il manquait un financement à peu près de 3 millions, parce qu'on parle d'un coût de projet à peu près de 5 millions. Oui. C'était un peu la partie fédérale. Puis comme tu sais, Thierry, il y a souvent ce genre de projet-là qui est financé par le provincial fédéral, avec la loi 30, oui. La M30. Oui. C'est le gouvernement du Québec là, qui doit prendre les orientations, mais la dernière appel d'offres qui a été fait, malgré que on avait un super de beaux projets, il y avait juste une disponibilité financière à peu près de 300 quelques millions, mais il y avait des besoins pour 1,2 milliard. Puis la lettre que j'ai reçue, politiquement correcte, qui disait que notre projet cadré, il était super bien monté, mais pour être de façon équitable avec l'ensemble des besoins du Québec, la région de Gaspésie, je pense qu'on avait juste eu droit à 5 unités, malgré qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été déposés. Mais il reste que, sachant que suite à la rencontre qu'on est allé à l'FQM, la nouvelle entente qui a été signée avec le gouvernement du Québec et le fédéral, 1,8 milliard, nous, de notre côté, moi, mon projet, on lâche pas. On a passé une résolution, on s'est adressé au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Habitation, de pouvoir maintenir, là, maintenant, les fonds en place. Puis tout dernièrement, on a eu une rencontre là, avec tous les acteurs, puis le programme qui est en place présentement, il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Puis je perçois qu'il y a des embûches qui vont faire en sorte que ça va être difficile d'aller chercher du financement supplémentaire de ce programme-là. Par contre, là, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place, c'est s'assurer en amont de pouvoir couvrir tous les frais, là, exemple au niveau architecte, développement de plan, notarie, la contribution de la ville. Donc on est en train de finaliser ça. Puis moi, mon objectif, aussitôt que le nouveau programme va sortir, on va déposer. Mais juste vous dire à la population, c'est que pour le 12 unités, on a d'autres projets de logement. Moi, j'en fais une priorité. Donc, on a monté une équipe. On est en train de se développer une stratégie pour s'assurer que les projets au niveau de logement là, fait partie là, dans les priorités. Puis c'est une des raisons pourquoi que ce projet-là il est super important. Même au niveau de l'OMH, Christian Di, qui est le nouveau directeur, me faisait part qu'il y avait une liste d'attente à peu près d'une centaine de personnes. Donc, tu sais, c'est beaucoup. Donc, on travaille là, avec la SHQ pour voir la possibilité d'aller chercher du financement supplémentaire. Là, présentement, on parle... le logement, là, je vous dirais que c'est une préoccupation provinciale. Il y a des initiatives qui se parlent. Il va y avoir aussi, peut-être que l'AMRC va pouvoir avoir la possibilité éventuellement de pouvoir investir. Mais moi, ce qui est important en amont, c'est de travailler sur le maximum de projets, de mettre toutes les conditions gagnantes. Puis quand que les programmes vont sortir, on va s'assurer de maximiser là, pour essayer de répondre le plus de besoins possible pour notre municipalité. Considérant là, les projets de développement qui est en suspens présentement, puis tout ce qui est lié avec
la venue de la zone bleue, parce que oui, les projets, c'est intéressant, mais quand je parle du carrefour d'innovation, ben ça va créer 25 nouveaux emplois. Moi, ce qui est important, c'est que ces gens puissent avoir un pied à terre à Grande-Rivière. C'est une des raisons pourquoi on a développé parallèlement avec la caserne de pompiers le développement GAF Gagnon pour développer du logement locatif pour répondre à ces besoins-là. Mais on est conscient qu'il faut aussi avoir du logement dans un certain cadre de prix qui vient répondre un peu à la classe moyenne de la population, mais considérant les coûts de construction qui sont extrêmement élevés, je pense pas que la majorité des gens de Grande-Rivière aient la possibilité de se payer des loyers à 1600, 1800 pièces par mois. Non. Par contre, le gouvernement du Québec sont en train d'essayer de mettre des moyens de financement pour être en mesure d'offrir du logement peut-être entre 750 et 1000 $. Puis nous, ben, je vous dirais même que la municipalité de Grande-Rivière, on a fait une demande. Il y a une étude qui se fait présentement par Raymond Chabot-Grant Thornton pour s'assurer d'avoir tous les besoins au niveau du logement pour la MRC au complet. Ah ouais? Puis je pourrais même vous dire que parallèlement à ça, au niveau de l'école des pêches, considérant qu'il va y avoir une antenne universitaire dans le cadre du projet de la zone bleue, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la direction du cégep de la Gaspésie des Îles-la-Madeleine, puis la directrice aussi de l'EPAC, pour déposer un projet de résidence, un projet de 21 unités. Ah. On avait parlé à un moment donné qu'on parlait d'un projet à Gaspé, Carleton, oui, c'est ça, ouais. Mais on est dans les cartons, mais il reste que ce genre de projet-là, c'est des projets spéciaux, il faut que c'est déposé au ministère de l'Éducation supérieure. Okay. Donc, on est en attente. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a plusieurs chantiers présentement. On s'est mis des effectifs pour nous donner un coup de main, mais moi, ce qui me concerne, le projet du 12 unités de la Rive, c'est un projet qui fait partie de mes priorités. On veut s'assurer d'être en mesure au moins d'aller chercher le financement pour finaliser le projet. Il en manque combien d'argent, juste pour être clair? Là? Ben, au niveau du projet, là, présentement, là, il manque à peu près 3 millions. Bon, 3 millions. Donc, ce 3 millions, on souhaite l'avoir dans le cadre de l'entente 1,8 milliard, si j'ai compris, une fois qu'il est ouvert. Présentement, là, le projet qui est en place, on parlait d'un coût de projet à peu près de 5 millions. C'est ça, on avait attaché à peu près 2 millions. Oui. Puis le programme qui est en place présentement, qui se termine au 31 décembre 2024, est en place, oui. C'est que les informations que j'ai eues, là, on ne pourra pas aller chercher de l'argent supplémentaire. Ah, oui. Parce que là, la stratégie, c'est s'assurer en amont de pouvoir aller chercher le financement qu'on a besoin pour finaliser les plans, de s'assurer tout ce qui concerne notarié, arpenteur, des honoraires professionnels pour finaliser. T'sais, on parle des coûts à peu près d'une centaine de milliers de dollars. Oui. Donc là, on met beaucoup d'emphase là-dessus, mais sachant qu'il y a d'autres programmes qui s'en vendent. Bon. Moi, mon objectif, c'est m'assurer que quand il y a un nouveau programme, être prêt. On va être prêt. Parfait. On va être prêt pour déposer. Le message est très clair. Vous avez d'autres chapeaux, dont la forêt privée. Vous présidez de manière intérim, c'est tout ça? La table de la forêt privée de la Gaspésie. D'ailleurs, il y aura des consultations à Gaspé prochainement. Pourquoi donc? Et c'est quoi l'objectif de cette table? Bien, au niveau là, de la table forêt privée, c'est qu'en réalité, moi, en tant que maire sur le conseil des maires de la MRC, on siège sur diverses organisations. Donc, je suis là, un des élus là, qui siège au niveau de la table de la FOGIM. Puis, dans le cadre de nos rencontres, c'est qu'on s'avait aperçu qu'en Gaspésie, souvent, c'est que dans la filière privée, que ce soit autant du reboisement, de la récolte, du transport, souvent, quand on avait des gens, là, des ministres ou qui venaient voir un peu c'était quoi le portrait, c'était quoi les attentes, c'était quoi les besoins, mais on n'était pas en mesure, par une seule voie, d'essayer d'avoir un peu un plan d'action avec des besoins identifiés, qui est concerté, qui vient répondre à la filière au complet. Puis, étant donné que c'était très, très politisé, parce que malgré que la Gaspésie, on est une région, bien, je vous dirais que Côte-de-Gaspé,
il y a une réalité qui n'est pas la même que la Haute-Gaspésie, Baie-des-Chaleurs, puis Rocher-Percé. En matière de forêt? En matière de forêt, comme vous le savez, il y a une concentration des usines qui est plus au niveau de la Baie-des-Chaleurs. La Baie-des-Chaleurs, c'est une concentration plus de FEU. Oui, OK. Nous, dans le passé, au NUCAF, le résineux, mettons, on a beaucoup de résineux qui est concentré dans notre secteur. Donc, nous, on travaille aussi avec les regroupements. Donc, puis dans la filière, souvent, c'est soit c'est le prix du bois qui est bas, ou bien que c'est le coût du transport, du carburant qui a augmenté, qui vient toujours affecter la chaîne. Donc, en réalité, nous, ce qu'on veut juste s'assurer avec la table, c'est, exemple, au niveau du transport, il va y avoir une rencontre avec les intervenants du transport. Les gens qui vivent la réalité du transport, pour échanger avec eux, puis avec leur expérience, ils autres vont nous faire des suggestions. C'est qu'est-ce qui devrait être mis en place, qui va être considéré. Donc, moi, un des objectifs de la table, c'est s'assurer que quand ça va être le temps pour la plantation, que ce soit au niveau de la récolte, que ce soit au niveau du transport, puis même au niveau des propriétaires de l'eau, qui souvent c'est des personnes âgées. Puis la préoccupation, je vous dirais qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire couper leur lot parce qu'ils disent qu'ils vont être coupés sur leur supplément de garantie, leur revenu garanti. Par contre, au niveau fiscal, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc pour une année particulière, c'est intéressant peut-être de faire couper ton lot parce qu'il est assez mature pour avoir une rentrée d'argent. Effectivement, peut-être que cette année-là, tu n'auras pas ton supplément garanti de revenus. Par contre, tu vas avoir une rentrée d'argent qui va être super importante. Donc ça, c'est des choses là, qu'on veut juste s'assurer qu'on est en mesure que quand que la ministre, exemple, nous, en réalité, la ministre des Ressources naturelles, c'est la ministre qui est responsable de la région, Mme Maïté, que ce soit son attaché politique, quand on va avoir l'opportunité d'exposer, la table, en réalité, avec les acteurs, on veut juste s'assurer dans un seul feu d'être en mesure de bien exposer les attentes pour le secteur de la forêt privée. C'est ça, puis chacun qui comprend la filière au complet. C'est ça, puis il y a plusieurs enjeux dans la même filière. Donc, on parle transport, on parle récolte, on parle, voilà. Donc, en réalité, nous, la table forêt, pour la mettre en place, c'est qu'on a décidé, ça prenait un élu qui prenait la présidence par intérim. Donc, moi, j'ai proposé ma candidature par intérim, conditionnel que les autres intervenants puissent s'impliquer. On est allé chercher du financement aussi pour avoir un chargeur de projet qui s'assure de solliciter tout le monde. Donc, le travail de la table forêt privée, en réalité, c'est que quand il y a des enjeux plus politiques, on veut juste s'assurer que la Gaspésie, là, on est en mesure de représenter les réels besoins, intérêts de la filière au complet. Soit entendu. Oui. Un autre sujet, transport des anses. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de faire un reportage sur ce service pour personnes handicapées, personnes âgées à mobilité réduite. J'ai embarqué avec eux, j'ai fait un voyage avec le chauffeur, avec la clientèle, et j'étais impressionné par le service personnalisé de ce qui s'appelle Transport des Anses. Parlez-moi, parce que je crois que ça vous interpelle aussi. Bien, c'est sûr, ça m'interpelle. Moi, là, c'est sûr, comme je l'ai expliqué tantôt, en étant maire, conseil des maires, bien, on a chacun des responsabilités. Donc, moi, je suis le président du transport des anses adopté de la MRC Rocher-Percé. Donc, en réalité, avec des gens, des représentants de la population, Monsieur Gaétan Darèche, qui est le directeur, on doit prendre des orientations là, pour s'assurer de maintenir le service. Puis comme toute organisation, il y a des défis là, souvent pour, avec la hausse des coûts, de s'assurer d'avoir les revenus nécessaires pour maintenir un service de qualité. Comme vous le savez, 80% de la clientèle, c'est une clientèle à mobilité réduite. Oui. Souvent à mobilité réduite, mais c'est la clientèle dans laquelle souvent ils ont les moyens financiers là, pour être en mesure d'assumer certains coûts. Donc, on veut s'assurer que de maintenir le service
pour les utilisateurs au coût le plus bas possible. C'est une des raisons pourquoi on essaie de travailler en diversifiant un peu les activités de transport d'aisance. Donc, je pense qu'il y a un excellent travail qui est fait. On a des ententes, que ce soit avec la commission scolaire René Lévesque, avec le CIS, pour certains services. Donc, dans un objectif éventuellement de renouvellement de la flotte, parce qu'on parle peut-être d'avoir éventuellement des véhicules là, plus électriques. Donc, il y a des coûts rattachés à ça. Donc, il faut toujours en amont là, de bien planifier, mais ce qui me concerne, on est chanceux, nous, dans les MRC Rocher-Percé, d'avoir quelqu'un qui est... Je pense que M. Darèche, là, il a une bonne vision quand je me compare avec les autres MRC, parce que dans d'autres MRC, présentement, le transport adapté est supervisé par le régime. Donc, il y a le transport collectif et le transport adapté. Nous, on est encore là, indépendants pour le transport adapté, mais on va tout faire nos efforts pour s'assurer de maintenir un service de qualité, parce que le service de transport adapté, ce qui est vraiment intéressant, c'est un service à la porte. Mais donc, oui. C'est un service, on se rend directement à la porte. Incroyable. Les gens prennent le temps. Oui. J'ai vu le chauffeur, il a aidé les gens, il va à la porte, il échappe son gant, il ramasse son... Il est le chauffeur, j'ai eu l'occasion de M. Leblanc, Christian Leblanc, extraordinaire service, là. Oui. Super. Oui. Donc, écoutez, quand on parle de la mobilité là, sur le territoire, là, présentement, oui, il y a le régime, mais nous, on veut s'assurer de bien arriver. Mais ce qui est important, c'est s'assurer de maintenir ce service-là. Moi, la clientèle en mobilité réduite là, doit avoir un excellent service. Puis je pense que le transport d'aisance, présentement, quand on regarde là, les sondages, 95% des gens sont très satisfaits. Mais le défi pour pouvoir le maintenir dans ces conditions-là, on doit travailler encore plus fort pour s'assurer que les revenus soient là, bonifiés. Oui, on tient compte de l'inflation, mais tout dernièrement, avec la hausse du coût de carburant, on a même fait l'acquisition d'une vanne 7 places pour des besoins spécifiques. Puis je tiens à remercier là, Desjardins, qui nous a accordé là, une aide financière. Donc, on a là, un transport adapté. Puis, on travaille sur plusieurs projets. On sait qu'il y a des gens là, qui... les nouveaux infirmiers de l'extérieur qui viennent ici, oui, ils sont en recherche de logement, mais souvent, ils ont besoin aussi d'avoir un service là, au niveau du transport. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de regarder pour s'assurer que la collectivité de l'MRC Rocher-Percé puisse bien accueillir aussi ces nouveaux travailleurs qui viennent s'implanter ici dans notre MRC. Non, génial. Donc, on pourrait rouvrir à plus largement transport des... J'ai oublié de vous poser une question, puis je finis l'entrevue avec ça. Je vais revenir avec votre rencontre avec M. Fitzgibbon à la Chambre de commerce de Côte-de-Gaspé. Il a été question de la zone bleue d'innovation? Bien, au niveau de la rencontre politique, là, c'est sûr que le ministre Fitzgibbon était venu pour tout ce qui concerne la filière éolienne. Mais dans le cadre du dîner des gens d'affaires, il y avait possibilité de poser des questions, puis on en a profité pour parler un peu de ce qu'il en était au niveau du secteur des pêches, parce que le ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Exportation, avec Investissement Québec, le volet d'innovation, comme vous le savez, il y a des turbulences présentement au niveau de la crevette sur le côté Côte-de-Gaspé. Éventuellement, l'exploitation de Sébastien. On a voulu voir un peu qu'est-ce qu'il en était. Puis je pense que la réponse du député de Côte-de-Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, parce qu'étant donné qu'il est adjoint parlementaire pour le MAPAC, puis Mme Maïté qui était là, responsable de la région, qui en réalité le député de Rimouski. Comme vous le savez, le projet de zone, ça concerne le Bas-Salant, Gaspésie, Rimouski, Grande-Rivière, la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Moi, je suis très satisfait là, de la réponse là, de M. Sainte-Croix, qui fait part que la zone bleue fait partie de les priorités régionales, puis qu'ils sont en train de travailler là, pour finaliser éventuellement une annonce là, que... En tout cas, on s'attend en espérant que ça va dans le printemps 2024, mais comme je l'ai tout le temps mentionné, cette partie-là, ça appartient là, plus aux politiques.
Mais le projet chemine bien. Donc, il y avait des conditions. Je pense qu'on est en train de répondre aux conditions qui avaient été mises pour éventuellement préparer là, une annonce. Mais quand ça va se faire, moi, j'aimerais que ça se fasse aujourd'hui, mais ça ne nous appartient pas. Non. Ça appartient aux politiques, mais ça regarde très bien. Oui, parce que, puis je termine avec ça, j'ai moi-même posé la question au député Stéphane Sainte-Croix, après vous avoir posé la même question, est-ce qu'on coupe le ruban rouge en 2024? Et il m'a dit, tout indique que oui. Donc, on ne sait pas quand, mais en 2024, ça s'annonce bon. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça fait plaisir, merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Ce mois-ci, nous traitons de différents sujets avec le préfet de Rocher-Percé, Samuel Parisé. C'est au sortir de la dernière séance de la MRC que nous l'avons rencontré pour obtenir ses commentaires sur des investissements en culture, en agriculture, sur l'importance de faire sa part sur le plan des matières résiduelles, mais aussi et surtout sur les travaux de plus de 50 millions de dollars à la Villa Pabot, en d'autres mots, la nouvelle maison des aînés à venir. Voici mon reportage. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bonjour. On a 4 sujets cette semaine, en fait ce mois-ci. Commençons par la Villa Pabot. Oui. En fait, maison pour aînés. Québec a officialisé en fait le fait que le début des travaux auront lieu. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, ce projet. Pour vous, jusqu'à quel point c'est important, ce projet? Pour moi, c'est important. C'est une très bonne nouvelle. Donc, on est au courant que les places pour les résidences personnes âgées, par exemple, se font de plus en plus rares. Donc, on a une population qui devient de plus en plus âgée. Donc, moi, ce que je trouve ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des services qui sont de qualité, qui sont accessibles, qui sont à proximité pour eux. Donc, je vois ça d'un très, très bon œil que c'est enfin débuté. Là. En fait, et les aînés, il faut s'en occuper. Ce sont ceux qui ont bâti notre société. Oui. Un investissement public important, donc que du bon. Effectivement, que du bon. Que c'est du positif aussi. Puis en même temps, je vois ça comme d'un bon œil au niveau économique aussi. Okay. Donc, ça va apporter d'autres main-d'œuvre aussi, vers d'autres offres de services au niveau du site de Gaspésie qui vont libérer, par exemple, le 4e étage de l'hôpital. Donc, peut-être qu'on va avoir d'autres services supplémentaires pour notre MRC. Donc, on va pouvoir continuer de pouvoir travailler là, avec eux sur ce projet-là. Deuxième sujet, culture. Il y a une entente culturelle avec Culture Gaspésie. Plus de 200 000 $ ont été versés à plus de 18 projets des artistes de la région. La MRC Rocher-Percé, évidemment, finance en partie ce programme. La culture, pour vous, jusqu'à quel point c'est important? Mais étant moi-même un joueur d'improvisation, donc moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je suis content qu'on essaie de mettre de l'avant aussi tout ce qui est la culture de la Gaspésie, la culture de notre propre histoire, de notre monde, de nos valeurs aussi. Donc, le fait qu'il y ait des beaux projets qui soient soutenus, je trouve que c'est vraiment très positif pour notre MRC. Puis on oublie souvent la culture, hein, ça a des retombées économiques. De mémoire, je pense que $1 investi en culture rapporte indirectement jusqu'à $7. Oui, effectivement. Donc, ça peut avoir comme un certain impact au niveau économique, mais moi, je vois aussi un bel impact au niveau social. Il va permettre de faire des belles sorties, des activités, de pouvoir permettre des belles sorties familiales aussi. Donc, c'est un plus pour notre MRC. Agriculture, on en parle peu. Vous avez un programme qui a été annoncé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? En fait, c'est un programme qu'on a mis en place, nous, en lien avec le plan de développement du territoire agricole. Donc, c'est un programme qui va être là en place pour pouvoir soutenir toutes les nouvelles entreprises au niveau agriculture et aussi offrir un soutien comptable là, dans les moments un peu plus difficiles pour les accompagner là, dans ce moment-là. D'ailleurs, s'il y a un secteur qui a besoin d'aide, c'est bien l'agriculture, on le sait combien c'est difficile. Est-ce que ça peut aider la relève, par exemple?
Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment pour les nouvelles entreprises qui vont être là aussi. Donc, on va pouvoir être là, pouvoir les soutenir financièrement aussi. Donc, c'est un programme qui a été mis en place avec les gens qui siègent sur notre plan de développement du territoire agricole. On a pu en discuter avec l'UPA aussi. Donc, on a participé tout le monde ensemble sur ce beau programme-là. Juste une parenthèse, est-ce que ce serait quelque chose comme 15 000 $? Savez-vous le chiffre? Oui, c'était à 15 000 $, effectivement. Par projet? Non, c'est 15 000 $ pour l'enveloppe. Oui. Donc, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 5 000 $. Peut-être qu'il y a d'autres sommes qui peuvent se lier aussi. Voilà qui est clair. Donc, centre de tri, en fait, Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie a émis un communiqué, un bilan, une sorte de résultat annuel. Même, je pense que ça fait longtemps qu'on avait ce genre de résultats. On est passé, je pense, à 35 % de vrais déchets enfouis par rapport à 26 % avant. Il y a de l'amélioration. Est-ce qu'on a encore du chemin à faire? C'est sûr qu'il y a un beau travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Il doit se poursuivre. Donc, les efforts doivent continuer, tant au niveau résidentiel qu'au niveau des entreprises, de l'industrie, de tout ce qui est institution aussi. Donc, la Régie est là pour accompagner, pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. On peut dire que tout ce qui est recyclage, tout ce qui est compostage a augmenté, parce que toutes les matières qu'on envoie au lieu d'enfouissement technique coûte de plus en plus cher. Donc, plus qu'on peut valoriser de la matière avec les écocentres, par exemple, ou faire plus de compostage, plus de recyclage. Donc, ça fait un bon impact pour notre environnement et de deux, fait un bon impact pour le portefeuille commun aussi. D'accord. Chacun doit faire son effort, je crois. C'est ce que Mme Nathalie Drabeau disait. Effectivement. Dernière question. Mettez les bons matériaux dans le bon bac, je crois. Oui, c'est très important. Donc, on a eu certains bris par le passé au centre de tri. À titre d'exemple, très anodine, on a trouvé un moteur dans le recyclage. Donc, ça a brisé tout l'équipement, ça a retardé les choses, on a dû prendre d'autres engagements financiers aussi. Donc, si les gens se questionnent à savoir quelle matière va dans quel bac, il y a des fiches d'informations qui sont disponibles sur le site de la Régie. Sinon, il y a une application qui est sur les cellulaires qui s'appelle Ça va où? Donc, on peut inscrire directement, puis ça nous dit dans quel bac on peut mettre notre matière. Monsieur le Préfet, merci. Bien, merci à vous. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Rares sont les fois qu'on a l'occasion de visiter une caserne de pompiers, encore moins quand elle est toute neuve. La caserne 64 est le fruit de la reconversion de l'ancien BMR à Grande-Rivière. TVRP a eu accès au bâtiment en compagnie du maire, M. Gino Cyr, visiblement fier du résultat, et de M. Luc Lebreu, directeur des services de sécurité incendie, également heureux de nous faire le tour du propriétaire. Il y a la section contaminée, camions, réparations, équipements, etc., et la section administrative avec différents bureaux, cuisines et salles de conférence. Un édifice qui a permis de rapatrier en un seul lieu les multiples équipements qui étaient éparpillés ici et là dans la municipalité. Le service incendie de Grande-Rivière compte 29 pompiers et avis aux intéressés, on recrute. Voici mon reportage. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Luc Lebreu, directeur de service sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière. On a visité le bâtiment ici tout à l'heure. Alors, j'ai différentes salles, il y avait des camions de pompiers. Dites-nous à peu près les salles qu'on a visitées et leur utilité. OK. Donc, le bâtiment est divisé en deux sections. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la section contaminée, où ce que les camions, les bunkers, les habits des pompiers, où ce qu'on fait les réparations, l'entretien. Et tu as le côté administratif, dans lequel il comporte le bureau du directeur, le bureau de la prévention, bureau des officiers, la salle de formation, cuisine, salon, et une salle de conférence aussi dans le bâtiment. Un bâtiment qui est vraiment à l'avant-garde, j'ai l'impression. Ah, pour nous, oui, effectivement, si on compare avec qu'est-ce qu'on avait Avant? Avant, oui, excuse. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on avait avant, oui, c'est vraiment bien, puis on est
on a pu rapatrier tous nos équipements qui étaient un peu éparpillés dans la municipalité. Donc, on est tous rendus dans le même bâtiment. Donc, que ce soit les 4 roues, 6 roues, ainsi que motoneige. Donc, on a pu tout remettre au même endroit. Donc, vous devrez être fiers quand même, parce que comme professionnel, ça... On est fiers du bâtiment, puis on est fiers aussi que la municipalité a embarqué dans le projet, parce que ça nous prenait nos entêtes là, qui puissent nous accompagner là-dedans. Là. Le service incendie, le Grande-Rivière, c'est combien de personnes? C'est une équipe de combien à peu près? Aujourd'hui, on est une équipe de 29 pompiers. 29 pompiers? 29 pompiers. Donc, ça, c'est la centrale. Donc, tour à tour, comment ça marche, là, les surveillances? OK. Ici, il n'y a pas de pompiers 24 heures sur 24. Tout le monde fonctionne sur appel. Okay. Donc, lorsqu'il y a un appel ou une intervention, il peut avoir, selon la période de la journée, période de la semaine, 12 pompiers, 15, 20. Donc, tout dépendamment aussi de la disponibilité des personnes, des pompiers sur le territoire. Dites-moi, c'est justement le territoire que vous couvrez, là, c'est quoi? Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. C'est le territoire vous avez une collaboration avec... C'est ça. Juste terminer, une journée de travail d'un pompier, là, c'est quoi, là? Un feu, on appelle, ils viennent ici, ça prend combien de temps à se rendre? C'est quoi les défis de votre métier? Bien, premièrement, le citoyen va appeler le 911. Oui. Lequel l'appel est acheminé au correct, le bureau se trouve à Rimouski. Celui-ci va enclencher le système de communication pour avertir l'ensemble des pompiers, les informer du genre d'appel qu'il peut avoir. Ça peut être un alarme, un accident, un incendie. Ça peut être du sauvetage aussi, comme qu'on a eu dernièrement, donc en milieu isolé. Donc, les gens se dirigent ici, s'habillent et on part avec les véhicules pour se diriger sur la scène pour... circonscrire ou contrôler l'événement. Ça demeure un métier dangereux quand même, je le rappeler. Effectivement, dangereux et aussi, si on relève avec les statistiques, je vais parler juste un peu le volet, c'est que les pompiers sont plus sujets au cancer en raison de la présence de contaminants lorsqu'on intervient sur la scène. De là, l'importance pour nous, les pompiers, de nettoyer nos habits de pompiers régulièrement, idéalement après chaque intervention où ce qu'on a eu à combattre un incendie, porter les appareils respiratoires. Donc, on a les équipements qui sont fournis, mais on doit les porter pour assurer notre santé et sécurité. Merci beaucoup, Monsieur le maire. À vous la parole. C'est tout un bâtiment, il y a de quoi être fier. Vous m'avez déjà dit en entrevue que c'est probablement une des références de l'Est du Québec, ce bâtiment-là. Bien, c'est sûr, certain que quand on en regarde dans l'Est du Québec, puis tout dernièrement, bien, quand on avait fait l'ouverture officielle dans la présence des ministres, même le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, qui est même pompier volontaire, donc il tenait absolument de venir voir le bâtiment, puis effectivement, là, on se le cache pas, là, moi je pense que tout le monde là, me fait la remarque pour une municipalité de 3500 qui couvre un territoire, mais c'est sûr qu'on a plusieurs activités comme vous pouvez voir là, au niveau du secteur des pêches, on est des bâtiments importants. Donc, ce qui est important aussi là, pour le service incendie, pour être efficace, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un bâtiment dans lequel tous les véhicules d'incendie, que ce soit faire des interventions en mer, en forêt, c'est sûr qu'on va y aller aux endroits accessibles. Là, donc, c'est sûr certain que si, exemple, là, il y a un feu, là, mettons, là, dans un camp qui n'est pas accessible, bien là, c'est un petit peu plus difficile d'accès, mais pour la 95% de la population de Grande-Rivière, on peut dire qu'on est bien desservi par un excellent service d'incendie. Justement, de quoi être fier? Vous avez toute une équipe qui est vigilante. Hein? Bien, écoutez, moi, ce qui est important, c'est qu'on travaille toujours pour l'avancement de la ville, puis avec les projets qui sont sur la table présentement, on voulait s'assurer d'investir dans un bâtiment pour prévoir pour les 50 prochaines années. Je pense que le fait qu'on est en mesure d'acquérir l'ancien BMR, de le convertir là, en terrain incendie, puis en même temps, bien, comme vous pouvez le voir, il y a une belle salle de formation qu'on attend toujours l'ameublement, mais ça va être un endroit qui va nous permettre de donner de la formation directe
directement sur place. Cette salle-là aussi va être utilisée aussi pour d'autres fonctions parce qu'on a souvent soit la Sûreté du Québec ou service là, ambulancier ou des gens qui ont besoin des endroits spécifiques, là, donc bien encadrés. Puis ici, ben, c'est un bâtiment là, comme vous pouvez voir là, au niveau des entrées. Là, tu peux pas accéder comme que tu veux. Là, tu fonctionnes par code. Donc, moi, je pense que la population de Grande-Rivière peut être très, très satisfaite. Puis souvent, quand on se fait poser aux assurances, qu'est-ce qu'il y en a au niveau incendie, accès à Bonnefontaine, ben, je pense que la caserne de Grande-Rivière va être une référence. Donc, j'espère juste que ça va aider aux citoyens amoindrir effectivement les coûts d'assurance. Dernière question, c'est ouvert depuis quand, en fait? C'est terminé, là, en fonction depuis quand? Juste terminé, ici? Ben, le bâtiment lui-même, là, on a débuté ici depuis le 2 décembre qu'on est rentré dans le bâtiment. OK. Donc, une anecdote, on est rentré le 2 décembre. On a convenu qu'à 10 heures, tous les équipements étaient prêts. À 15 heures l'après-midi, on a eu un incendie. Donc, on était prêts. Et je profite de l'occasion. On est toujours en recrutement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, donc seulement qu'on vous présentez à la caserne ou à l'hôtel de ville. Donc, pour aller chercher votre formulaire, puis par la suite, on va vous rencontrer. Puis, si ça vous convient, on vous engage. C'est fait. Un dernier mot, M. le maire? Oui, mais un dernier mot, c'est juste pour aviser la population. Aujourd'hui, là, on voulait au moins démontrer visuellement un peu l'intérieur parce qu'on se fait poser beaucoup de questions. Les gens voient de l'extérieur, mais ils n'ont pas accès là, visuellement à l'intérieur. Mais le directeur nous faisait part que normalement, au mois de février, là, il va y avoir au mois de mai, au mois de mai, oui. au mois de mai, une porte ouverte là, qui va permettre à la population là, de venir, puis même d'échanger là, avec nos pompiers. Puis je sais que tantôt, Luc a parlé beaucoup de la brigade d'à peu près 29 pompiers. Oui. Mais on a plusieurs officiers aussi ici à Grande-Rivière. Donc ça aussi, là, c'est un plus. Les officiers, c'est? Je vais laisser le directeur vous expliquer c'est quoi la différence entre un officier et un pompier. On va terminer ça avec ça. Allez-y. Bon, pour les officiers, ben, enfin, sur les interventions, c'est eux autres qui prennent charge d'une équipe pour intervenir, diriger les pompiers. Donc, ils s'occupent, qu'est-ce qu'on appelle dans notre langage, de la tactique pour contrôler la situation. Merci, c'était très intéressant. Bravo. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le 13 février 2023, Monseigneur Claude Amoureux recevait l'appel du représentant du pape au Québec pour aller exercer son ministère au diocèse de Gaspé. Lors d'une entrevue qui a eu lieu le 13 février dernier, il est revenu sur cette première année, son ordination qui a eu lieu le 3 mai 2023 et les défis qui devront être relevés par la communauté. On est le 13 février. Vous me disiez tout à l'heure que c'est aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que vous avez reçu un appel du pape, parce que vous me dites que le pape, c'est lui qui va nommer les évêques. Donc, vous avez reçu un appel du pape pour venir au diocèse de Gaspé. Effectivement, ma vie a un peu basculé, vous savez, le 13 février 2023, où officiellement le représentant du pape, que nous appelons le nonce apostolique, en fait, c'est l'ambassadeur du pape du Vatican. Dans chaque pays, il y a un nonce apostolique, ou un ambassadeur, si vous aimez mieux, qui devient le porte-parole du pape pour annoncer les décisions importantes de la vie de l'Église catholique. Donc, le 13 février, à peu près à la même heure où on vit cet enregistrement, ce 13 février en après-midi, j'ai reçu l'appel du nonce apostolique me communiquant la décision du pape François, après avoir bien sûr reçu l'avis de plusieurs personnes, après une longue consultation, de prendre la décision de me nommer comme évêque de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine en succédant à Monseigneur Gaétan Proulx, qui était là depuis quelques années et qui avait atteint l'âge de 75 ans, puisque à cet âge, on est appelé comme évêque à remettre au pape notre
démission, si vous voulez. Donc, comment vous avez reçu cette nouvelle-là de venir pratiquer en Gaspésie? Je dois avouer, c'est imprévisible, c'est étonnant, c'est touchant. Donc, il y a une marque de confiance qui nous est faite à cette occasion-là, mais c'est quelque chose qui arrive, comme dit l'expression, comme un cheveu sur la soupe. Je ne t'attends pas à ça, on n'applique pas pour devenir évêque. Euh, et c'est quelque chose donc qui nous surprend grandement. Ça, au niveau émotionnel, c'est touchant. Et l'autre élément, c'est qu'on ne choisit pas à l'endroit aussi où on est envoyé. Bien sûr, j'ai déjà venu visiter la Gaspésie et les îles de Madeleine comme tout bon Québécois et Québécoises qui aiment vivre des vacances et avoir une dimension touristique. Mais cela, ça faisait au-dessus de 30 ans que j'étais venu en Gaspésie, puis à Percé, par exemple, voir le fameux rocher. Mais là, d'apprendre que tout à coup, ma vie de tous les jours, ma vie aussi professionnelle ou ma vie comme personne consacrée, comme évêque, ben, va se vivre dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. C'est touchant en même temps. Et après coup, après un an, je peux vous dire que c'est un lieu merveilleux. J'aurais pas pu choisir plus bel endroit au monde pour vivre cette mission-là au niveau géographique, au niveau des paysages à couper le souffle, avec aussi toute cette démarcation par rapport à l'ensemble du territoire québécois. On est vraiment choyé ici avec les montagnes, avec les étendues d'eau à perte de vue. C'est pour moi l'objet d'une grande contemplation et une grande capacité d'admirer la beauté de l'œuvre de Dieu, mais aussi de voir que cette même beauté a touché les cœurs des Gaspésiennes et des îles de la Madeleine pour, je pense, vivre avec eux un cheminement de foi, un cheminement d'amitié. Et je peux dire que depuis une année, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et je suis impressionné par l'ouverture du cœur, par cette richesse du cœur de bien des Gaspésiens et Gaspésiennes. En fait, le pape décide, mais on a à répondre effectivement. Donc, j'ai eu à écrire au pape ma réponse, là, tu sais, et je l'ai fait le 14 février, jour de la Saint-Valentin, alors que mon nom, c'est l'amoureux. Et c'était tout de même cocasse. Je pourrais pas oublier ça, cet appel et cette réponse que j'ai eu à donner à l'appel du pape de devenir évêque de Gaspé. Dans le fond, votre décision, elle a été très rapide. Je crois, d'après ce que vous dites, que, en fond, dès que vous avez reçu l'appel, pour vous, c'était pratiquement sûr que vous alliez venir ici. C'est pas automatique, hein? Mais je dois vous avouer que moi, j'ai eu l'appel téléphonique. Il y a quelques évêques qui sont invités à aller à Ottawa rencontrer le nonce et ils doivent, à la fin de la journée, donner sa réponse. Moi, il m'a donné un peu de temps. Il m'a demandé de rapidement d'écrire au pape et j'ai attendu au lendemain pour écrire au pape pour lui signifier que j'acceptais sa décision d'être au service des Gaspésiens et des Gaspésiennes et des Madelinois et Madeleines. Alors, le jour de la Saint-Valentin, jour des amoureux, et mon nom, c'est l'amoureux, je me suis dit, soit que le pape ou le bon Dieu a beaucoup d'humour, mais ils ne veulent pas me faire oublier ce jour qui a été un tournant important dans ma vie. Vous disiez que vous avez rencontré beaucoup de gens depuis que vous êtes arrivé. Dans le fond, vous recevez un bel accueil des diocésains et diocésaines. Oui, je dois vous avouer que je suis touché par leur accueil. Je sens qu'ils étaient heureux enfin d'accueillir, puisque ça faisait une année qu'ils attendaient un petit peu l'annonce du nouvel évêque, et là, tout à coup, de pouvoir mettre un visage, un nom, et de pouvoir entrer en relation avec lui, je pense que c'était une joie. Ça n'exclut pas, par ailleurs, les nombreux défis qu'il y a en Gaspésie, comme dans le reste du Québec et en Europe et en Occident.
Les défis sont grands, on le sait. On a un héritage très précieux qui nous a été communiqué par nos devanciers. Et aujourd'hui, on doit voir comment gérer justement ces héritages qui sont nous rapportés pour une population qui diminue un peu, à tout le moins au niveau des pratiquants et pratiquantes, qui fait en sorte que on est obligé de prendre des décisions, d'entrer dans un processus de réflexion aussi, qui amène à regarder avec réalisme, avec lucidité, non seulement le présent, mais l'avenir aussi de nos communautés. Et entre autres, je pense que c'est un appel à regarder ça avec d'autres partenaires, particulièrement les municipalités, voir s'il y a des besoins aussi au niveau de la communauté pour voir si, dans certaines situations, il ne serait pas bénéfique de procéder à la requalification d'un lieu ecclésial, mais tout en permettant à la communauté de foi de continuer de vivre leur foi dans ce milieu-là, mais sans avoir le même moyen, le même véhicule que peut-être il y a 50 ans, 60 ans, 75 ans, on a reçu de nos devanciers. Il y en a un exemple d'ailleurs à Grande-Rivière, l'Église, il y a le projet de maison citoyenne qui est en branle là-dedans. Justement, on fait des conférences ou des événements comme avec le Tourisme et Commerce Rocher-Percé qui ont fait au mois de novembre. Et le lieu de culte est toujours là aussi, les gens peuvent y aller. Donc, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Effectivement, et je trouve que ça mérite une mobilisation des leaders, des forces vives d'un milieu. Et je pense que l'Église est ouverte à regarder ces avenues-là. Prenons l'Église de Grande-Rivière, comme vous dites. Vous l'avez déjà fréquentée, vous la connaissez. C'est une immense église qui pourrait être une cathédrale tellement elle est grande, avec ses balcons et ses espaces, ses vastes espaces. On pourrait penser à des solutions qui pourraient mettre encore plus en valeur ce site et grâce à des partenaires, en partageant aussi peut-être ce lieu qui a une grande valeur au niveau architectural, au niveau patrimonial, mais qui devient d'une lourdeur presque impossible à maintenir pour les pratiquants actuellement avec les coûts, l'explosion des coûts que j'ose dire par rapport à l'entretien de ces immenses bâtiments. Nous pensons qu'à la couverture, nous pensons qu'à la maçonnerie, nous pensons qu'au chauffage, c'est des prix astronomiques et l'État a enlevé aussi les subventions autour des fois de cette réalité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment très, très, très exigeant. Faire face à la musique, comme on dit. Vous parlez de chauffage, on voit aussi justement, il y en a des églises où est-ce qu'ils n'arrivent pas à chauffer l'église en hiver parce que c'est trop cher. À Grande-Rivière, ils ont changé leur système de chauffage. Ils ont mis ça en marche, ça fait à peine un mois ou deux, je crois. Donc, puis ça a changé, ça coûte cher. Fait que, oui, ça prend de l'application citoyenne. Et Jean-Denis, vous soulevez un autre point, c'est que la technologie a tellement évolué aussi pour l'énergie. Alors, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être plus même quand Grande-Rivière a été construite, l'église, je parle, on a utilisé un système de chauffage à cette époque-là. Et aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup plus performants, moins énergivores. Et je pense que les maquillés ont pris une bonne décision, même si ça a des coûts importants et qui exigerait justement un appui et qui exige cet appui de la collectivité, de la communauté, d'appuyer cela pour bien conserver ce bâtiment. Ils ont procédé à une nouvelle technologie, c'est des granules qui fait que le coût a diminué de beaucoup. J'ose pas dire le pourcentage, mais on va parler d'un pourcentage très élevé d'économie qui va être réalisé à chaque année à partir de cette année suite à ce changement de technologie qui s'avère très important aussi dans la façon de gérer ce site merveilleux. Donc, tout à l'heure, on disait bon, que
là, 1 an, vous avez reçu l'appel du représentant du pape, comme vous me disiez. Votre ordination s'est faite au mois de mai. Vous vouliez revenir un peu sur cet événement particulier? Ça reste un événement très important dans la vie de l'Église. Et non seulement pour les Gaspésiens, Gaspésiennes, les gens des îles de la Madeleine, mais le diocèse d'où je viens, moi je viens du diocèse de Saint-Hyacinthe, ils avaient nolisé 2 autobus sans compter toutes les personnes qui sont venues par leur véhicule et leurs petits des bagots, comment je pourrais dire, leur van, pour revenir à l'événement. C'était un événement rassembleur, un événement assez particulier. Peu de personnes vivent ça dans leur vie, de participer à une célébration d'une consécration d'un évêque, où de nombreux évêques sont là, la majorité des prêtres du diocèse, pour ne pas dire tous les prêtres sont là, des prêtres de d'autres diocèses aussi. Ça fait vivre une belle expérience d'Église et les symboles utilisés sont importants. Et vous savez, ma devise épiscopale, c'est poussé par ta seule miséricorde, inspirée d'une lettre de Saint Paul à Tite au chapitre 3, verset 5. Et je dois vous avouer, je n'avais pas prévu, en choisissant cette devise épiscopale, au phénomène des ressacs, des vagues qui viennent s'échouer sur le bord des rives de la Gaspésie et des îles de Madeleine, où sans cesse, l'été surtout, quand c'est pas gelé, l'eau vient un peu par secousse. Et ça me fait penser que justement, l'amour de Dieu, son amour miséricordieux ne cessera jamais. Il va toujours s'offrir à nous. Ça demande des personnes qui accueillent ce don. Ça demande des personnes qui nous font penser que c'est possible d'être transformé par cette miséricorde de Dieu, par cet amour inépuisable du Seigneur. Et ça vient donner un sens à ma devise épiscopale. À l'occasion, bien sûr, de l'ordination épiscopale, on remet à l'évêque son anneau. Je vous la montre un peu plus près. Il y a une croix sur mon anneau épiscopal en référence à la croix de Jacques Cartier en 1534, qui est venu rendre officiel, je pense, ce lieu, ce pays qu'est le Canada. Et puis, ça me fait chaud au cœur de savoir que je suis évêque d'un lieu qui a été à l'origine de la vie communautaire, de la vie ecclésiale ici en terre canadienne. C'est vraiment, pour moi, touchant. On remet aussi le bâton pastoral à l'évêque, je rappelle qu'il est appelé à être le berger, celui qui accompagne les gens dans leur cheminement spirituel, leur cheminement de foi. Et enfin, on remet aussi à l'évêque son chapeau, qui est en forme un peu de triangle, en rappel de ce geste lors de l'ordination épiscopale où on prend le livre de la Bible, on l'ouvre et on le place au-dessus de sa tête, en rappel qu'il a la mission d'annoncer l'Évangile, de faire connaître Jésus-Christ et de le faire aimer. C'est sa mission première. C'est ce qui est appelé à faire d'abord et avant tout dans son ministère épiscopal. Eh bien, quelque chose que vous aimeriez rajouter pour conclure cette entrevue? Bien, j'aimerais vous remercier, Jean-Denis, de m'avoir donné cette chance de pouvoir à la fois échanger ensemble et de pouvoir, une fois de plus, reprendre contact avec la population gaspésienne. Et j'espère que ce temps que nous vivons, qui nous conduit vers la fête de Pâques et au-delà, nous amène à être illuminés par cette joie de se savoir aimer puis accompagné de Dieu dans tous ces chemins qu'on est appelé à emprunter dans notre belle Gaspésie et les îles de la Madeleine. Eh bien, Monseigneur Claude Lamoureux, merci beaucoup pour votre temps et que votre ministère se passe bien en Gaspésie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie.
Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture. Formation de préposés aux soins à domicile offert à Gaspé selon Radio Gaspésie. Le centre de formation de la Côte de Gaspé lance un programme de formation pour de nouveaux préposés aux soins à domicile avec le soutien financier du gouvernement de Québec. Ce programme offre 26 bourses de 12 000 $ à des étudiants qui s'engagent à compléter 705 heures de formation pour obtenir leur diplôme en soutien aux services d'assistance aux établissements de santé et services sociaux. Le centre des services scolaires des Chic-Chocs et celui de René Lévesque se partageront ces bourses, recevant chacun 13 étudiants. Après leur formation, les diplômés s'engagent à travailler pendant 6 mois pour le CIS de la Gaspésie. Les candidats intéressés et éligibles sont invités à consulter le site admissionfp.com pour plus d'informations et les exigences d'admission au programme. Fermeture de points de service de Desjardins à Caplan est nouvelle selon ma Gaspésie. La Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs annonce la fermeture des points de service de Caplan et de Nouvelle dès le 28 mars suite à une tendance croissante vers les services numériques exacerbée par la pandémie de Covid-19. Selon Ken Henry, directeur de la Caisse, seulement 1% des transactions se font au comptoir et 3% au guichet automatique. La Caisse prévoit de contacter individuellement les 60 personnes les plus touchées par cette fermeture pour leur offrir un transport vers d'autres centres de services et une formation pour utiliser les plateformes numériques. Aucun emploi ne sera perdu, le personnel étant réaffecté à d'autres points de service. Les locaux libérés pourraient être réutilisés pour des projets communautaires en collaboration avec les municipalités. Parallèlement, Desjardins prévoit également de retirer des guichets automatiques dans plusieurs autres villes en prévision de leur utilisation décroissante, anticipant qu'ils ne seront presque plus utilisés d'ici 2026. Diane Leboutillier défend son plan de pêche. Diane Leboutillier, ministre des Pêches et Océans, a défendu son plan de gestion de la pêche suite à une mobilisation des pêcheurs à Grande-Rivière. Dans sa déclaration, elle a précisé que les quotas de sébaste attribués aux bateaux usines ont été réduits à 59% comparativement à 74% en 1994, époque de la fermeture de la pêche. Elle a également mis l'accent sur le soutien aux pêcheurs de crevettes en difficulté en leur allouant 10% du quota de sébaste. Pour alléger leurs charges, elle propose la possibilité de jumeler les permis de pêche à la crevette, permettant ainsi la pêche avec un seul bateau. De plus, elle a souligné l'attribution de 10% du quota de sébaste aux communautés autochtones dans un esprit de réconciliation. Diane Leboutillier a conclu en reconnaissant qu'il reste encore du travail à accomplir et a exprimé son désir de maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs de l'industrie et ses collègues provinciaux. La coopérative de transport aérien régional TREC est relancée selon ma Gaspésie. La coopérative de transport aérien régional du Québec TREC prend un nouvel élan avec l'arrivée de 6 administrateurs variés, marquant un pas important vers l'amélioration du transport aérien au Québec. Éric Larouche, reconduit en tant que président lors des assemblées générales annuelles de 2021 et 2022 tenues le 21 février 2024, exprime un optimisme renouvelé pour l'avenir du TREC. Ce renforcement du conseil d'administration incluant des experts de l'aviation, des comptables agréés et des spécialistes en communication et en marketing est un atout clé pour atteindre l'objectif de TREC, proposer une compagnie aérienne accessible aux Québécois. Parmi les membres notables du nouveau CA, on retrouve Pierre Millette en tant que vice-président et Luc Forcier comme secrétaire trésorier. La coopérative, qui cherche à se lancer depuis 2020, s'oriente désormais vers la validation de son modèle d'affaires et la résolution de la crise aérienne. Une prochaine réunion déterminera les priorités majeures, avec l'ambition affirmée par M. Larouche de révolutionner un marché aérien qui n'a pas évolué significativement depuis des décennies. Projet de 144 logements, Gaspé espère un dénouement selon Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a initié une procédure juridique pour stimuler la progression de la construction de 144 logements prévus sur l'emplacement de l'ancien parc municipal. Lundi soir, le conseil municipal a approuvé un préavis d'exercice résolutoire, un dispositif juridique qui vise à sanctionner les manquements aux obligations contractuelles. Cette démarche fait suite à un accord conclu en 2021 avec l'entreprise Logement CVP, qui a bénéficié d'un allègement fiscal de 500 000 $ et d'une réduction de 266 000 $ sur
le prix du terrain vendu à 566 000 $. Initialement, le premier bâtiment devait être achevé en 2023, mais à cause de retard, un report d'1 an avait été accordé. Le maire Daniel Côté souligne que cette procédure de préavis de 60 jours est nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la ville concernant son terrain. Le projet estimé à 25 millions de $ prévoit la construction de 4 immeubles de 36 appartements en 4 phases, avec le premier bloc prévu pour 2023 et le dernier pour 2026. Contrat de 44 millions pour le groupe Océan. Selon l'Avantage Gaspésien, le groupe Océan, propriétaire du chantier naval de Méchin, a décroché un contrat de 44 millions de $ pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien sur le NGCC Griffon de la garde côtière canadienne. Les réparations prévues lors de la mise en cale sèche du navire incluront la réfection des moteurs de propulsion, des génératrices, du système de gouvernail et des tableaux de distribution. De plus, le navire sera équipé de nouvelles composantes comme un nouveau mât, un système de contrôle de propulsion, une grue d'approvisionnement et des nouvelles hélices. Jacques Tanguay, président de groupe Océan, s'est exprimé avec enthousiasme sur ce projet, annoncé en présence des personnalités politiques fédérales, y compris l'honorable ministre Jean-Yves Duclos. Ce contrat consolide la proposition de groupe Océan dans l'industrie canadienne de la construction et de la réparation navale, tout en maintenant 50 emplois spécialisés. Le ministre Duclos a également souligné l'impact positif de ce contrat sur la prolongation de la durée de vie utile du NGCC Griffon d'au moins 10 ans. Le NGCC Griffon, dont le rôle inclut les opérations de sauvetage, de recherche et des interventions légères de brise-glace, devrait entrer en cale sèche en juin 2025 et en ressortir à l'automne 2026. Les pêcheurs craignent les bateaux-usines, selon Radio Gaspésie. Les pêcheurs de la Gaspésie et de l'Atlantique s'inquiètent du retour des bateaux-usines dans le golfe du Saint-Laurent pour la pêche au sébaste suite à l'annonce de la ministre des Pêches et Océans, Diane Leboutillier, qui a attribué 59% des 25 000 tonnes des quotas à des bateaux de 100 pieds et plus. Irvin Jones, un pêcheur expérimenté de Grande Rivière, exprime ses préoccupations quant à l'impact potentiel de ces grands bateaux sur les écosystèmes marins, notamment sur la population du flétan. Il met en garde contre le retour à des pratiques de pêche d'il y a 30 ans, craignant que la taille et la capacité de ces bateaux-usines entraînent des prises accidentelles et nuisent aux ressources marines. Ces inquiétudes devraient être abordées lors de la prochaine réunion du comité consultatif qui réunit les représentants des pêcheurs et des industriels du secteur. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.